Bien, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer cette plénière. D'abord, bienvenue à Pierre Gattaz. Pierre, merci. De nous rejoindre pour ce jeu de questions-réponses avec la plénière du comité Richelieu. Alors, on est dans un lieu symbolique puisque, quelque part, c'est un lieu de rencontre. On en parlera tout à l'heure sur cette journée qu'on organise avec l'Observatoire comme média, les chemins de l'innovation. C'est un lieu symbolique parce que c'est un lieu, c'est un incubateur, un lieu de start-up, de l'économie numérique, mais aussi finalement avec un sponsor qui est une banque. Donc les banques auraient-elles, je dirais, une nouvelle vocation? On en reparlera sur le financement. Mais on va d'abord rentrer dans le sujet directement, Pierre. Alors peut-être un mot juste sur la façon dont ça se passe, on va dire. On a 20 minutes, une demi-heure de jeu de questions-réponses entre tous les deux. Et puis après, on va donc donner la parole à l'assistance qui vous poseront des questions et puis vous y répondrez, vous direz ce que vous voudrez. Il n'y a pas de journaliste, donc la parole est libre, a priori. Rien ne sera répété. On va pouvoir se lâcher. Au contraire, il faudra répéter les paroles qui seront prononcées. Alors, on va démarrer le sujet par quelque chose qui, je crois, est très important pour vous, Pierre, et pour le MEDEF, c'est France 2020. Alors, moi, j'ai retenu les trois fondamentaux, enfin les principes d'action, comme on dit, qui sont d'abord de s'inscrire dans la durée, s'ancrer dans les territoires, les trois thématiques, et jouer le collectif. Alors, on a repris la troisième, non pas que les deux autres ne soient pas importantes, mais on a pris la troisième qui est jouer collectif, puisque d'abord, le thème de notre rencontre, c'est le chasseur-meute. C'est aussi quand même le thème de cette manifestation aujourd'hui, puisque c'est des rencontres, c'est le collectif, alors élargi aux PME, aux grands groupes. Puis c'est un sujet qui nous intéresse également, parce que c'est quand même le sujet du pacte PME. C'est le sujet de la relation des grands groupes et des PME. C'est le sujet de l'innovation collective ou collaborative, où on regroupe des PME, des universitaires, même des universitaires, et des grands groupes pour innover. Enfin voilà. Donc le jeu collectif, c'est vraiment un fondamental essentiel. Alors quand même, première question, Pierre, cette France 2020, c'est une vision stratégique, c'est un manifeste Bonjour à tous d'abord, ravi d'être parmi vous. Je sais que vous êtes tous des entrepreneurs innovants et ça me fait très plaisir d'être parmi vous et au comité Richelieu que je connais au moins depuis 15 ou 20 ans. Radial a failli s'abonner 3 ou 4 fois et à chaque fois on est parti sur la FIEC ou d'autres choses, mais on a des relations très proches depuis toujours. Oui, France 2020, si vous voulez, c'est mon premier V de 5 V qui est je dirais une doxa qu'on s'est fait au niveau du MEDEF que j'ai faite. Le premier V, c'est la vision. Dans une entreprise ou dans un pays, il faut une vision, il faut un plan stratégique. Il faut un rêve, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Je trouve que la France n'a pas de sens, n'a pas de vision depuis 30 ou 40 ans. Nous en avons tous dans nos entreprises. Alors cette vision, ça a été de définir pendant des mois, en effet, avec Jean-Pierre Le Tartre, patron d'Ernst & Young, et toute une des équipes, et c'est très collaboratif. Qu'est-ce que c'est qu'une vision positive pour la France en 2020, d'une France enthousiasmante, d'une France conquérante, d'une France qui fait rêver, qui redonne la fierté à nos salariés, aux Français, aux jeunes. Donc nous avons fait une première passe pendant quelques mois avec donc un document qui s'appelle France 2020, manifeste pour faire gagner la France. L'idée, si vous voulez, c'est qu'on va continuer, on va faire un livre bleu d'une France qui gagne, en expliquant quelle est la vision positive de la France et surtout quels sont les 7 relais de croissance pour notre pays. Car aujourd'hui, si vous voulez, vous avez bien compris, notre pays manque de croissance, manque d'emploi. On entend des mots épouvantables sur l'entreprise, sur l'économie de marché, sur les profits. Enfin, moi, mon boulot au niveau du MEDEF et le boulot que nous sommes donnés, c'est aussi de tenter de faire la révolution culturelle et économique du pays, si vous voulez. Quand vous voyagez beaucoup, comme je l'ai fait depuis 20 ans, vous revenez en France et vous vous dites, mais vous avez deux sentiments partagés. Vous avez un sentiment, mais c'est incroyable ce qu'on entend, ce qu'on écoute, ce que les députés disent, ce que certains ministres disent, ce que certains syndicalistes disent sur je dirais, avec des relents de lutte des classes, mais de trucs, mais on est au XXIe siècle. Et puis, vous dites, on est un pays formidable, avec des atouts considérables. On a tout pour réussir. On a des filières, on a des PME très dynamiques, de l'innovation, de la créativité, une culture, une géographie. On a tout coché vert. Mais nos résultats sont tout rouges. Donc, c'est ça, si vous voulez, qu'on essaie de faire au MEDEF. Donc, définir une vision, un sens, essayer de faire partager cette vision. Cette vision, c'est de dire on a tout pour gagner et on peut réussir. On peut de nouveau être dans les 3 premiers pays mondiaux en termes de performance économique. Moi, j'en suis persuadé. Mais encore une fois, encore faut-il accepter, je dirais, de travailler sur des relais de croissance.
Le deuxième V, je vais aller rapidement sur mes 5 V, comme ça ce sera fini, et vous verrez la colonne vertébrale de nos actions, c'est définir des valeurs. Le deuxième V, c'est les valeurs. Les valeurs, on est en train de travailler dessus, vous avez les valeurs bien sûr de l'entreprise. Il faut réhabiliter l'entreprise en France. Lieu de création de richesse, lieu de création d'emplois. Il faut bien sûr réhabiliter l'entrepreneur que vous êtes tous. L'entrepreneur, c'est l'homme ou la femme qui a eu le courage de se lancer, d'avoir l'audace d'une idée, le courage de se lancer, la ténacité de durer et de régler tous ces problèmes. Bon, ensuite, la valeur travail qu'il faut réhabiliter. Troisième V, je vais aller assez rapidement pour pouvoir répondre à vos questions, à vos différentes questions, mais ça vous donne on est sur le sujet. Troisième V, c'est la vérité. Discours de vérité, discours de pédagogie. Vous voyez, cette page, elle est blanche. Mais vous avez déjà des gens en France qui ne la voient pas blanche, qui la voient rouge ou vert. Bon, alors elle est blanche, voilà. Et c'est très surprenant, si vous voulez. La question de l'emploi, eh bien, ça n'intéresse pas, ça intéresse pas beaucoup de gens. Et ceux qui nous gouvernent, je dirais, y compris nos partenaires sociaux, figurez-vous que ça ne les intéresse pas. L'emploi n'intéresse pas ceux qui nous gouvernent. C'est quand même assez extraordinaire. Et ça, c'est mon combat de prédilection. Il y a 5,5 millions de chômeurs, si vous voulez, c'est un scandale absolu. C'est l'injustice sociale par excellence. Et donc, en effet, vous essayez de partager ça avec des idées sur les CDI sécurisés, sur il faudrait ouvrir le marché du travail. Non, non, on ferme la porte, clac, clac, il n'y a pas de problème, etc. Donc, ça, si vous voulez, ça, c'est un combat. C'est un combat de vérité, de pédagogie, comment le monde tourne, comment expliquer aux gens les grandes mutations que nous avons. Parce que, en effet, il faut aussi expliquer qu'on doit bouger parce que le monde tourne autour de nous. Notamment le numérique qui arrive, qui va tout bouleverser, qui va bouleverser nos façons de travailler, nos business models, nos relations avec les clients, avec les salariés, avec les fournisseurs, avec le monde. Donc, si vous voulez, si on n'anticipe pas, c'est par la vision et par ce discours de vérité qu'il faut donner à tous ceux qui nous aident, qui nous gouvernent ou qui sont des partenaires sociaux ou nos salariés, eh bien, on n'y arrivera pas. Quatrième V, j'ai presque fini, la volonté. La volonté, c'est la volonté de décider et c'est la volonté d'agir. Là encore, si vous voulez, tous les rapports sur la France sont écrits. On sait ce qu'il faut faire. D'abord, il y a plein de rapports français qui ont déjà été écrits, Pébro, Cantu, Attali, Attali 1, Attali 2, bon. Puis vous avez tous les rapports FMI, OCDE, Commission européenne, Institut de l'entreprise, Institut Montaigne. Mais attendez, on dit toute la même chose. Vous prenez la synthèse de ces 350 rapports, vous prenez les 5 propositions, les 3 propositions prioritaires, vous avez à peu près ce qu'il faut faire. 1, il faut assouplir et simplifier la législation du travail, c'est-à-dire libérer le marché du travail, fondamentalement, ne plus avoir peur d'embaucher. 2, il faut rendre la fiscalité simple, souple, visible, et il faut la baisser par une baisse de dépenses publiques. Et 3, il faut simplifier notre environnement réglementaire administratif. Voilà les 3 chiffons rouges absolus que nous avons à gérer dans nos entreprises. Et il faut le travailler. Voilà, 3 choses à faire. Et puis on y va. Et on y va de façon courageuse, Churchill, et on décide, et puis ensuite on agit. Et puis bon, il faut faire un peu de pédagogie en amont, mais bon, bien sûr, pour faire accompagner tout ce mouvement. Et le 5e V, c'est la victoire. C'est le V de la victoire. Si on définit une vision pour le pays vertueuse, conquérante, d'un pays qui retrouve un rêve, qui fait revenir idéalement tous les gars qui sont partis, parce que vous êtes confrontés comme moi à des tas de jeunes qui partent, à des tas de familles patrimoniales qui ont vendu leur entreprise, qui sont partis, à des artistes qui sont partis, à des sportifs qui sont partis. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui fait fuir ses talents et ses mérites? Qu'est-ce que c'est que ce pays qui fait fuir ses talents et ses mérites? C'est insupportable. Donc moi je rêve de quelqu'un qui dit ça y est, on va faire comme Deng Xiaoping en 1978 en Chine. Enrichissez-vous. Vous avez le droit de vous enrichir. C'est bien de s'enrichir. C'est la reconnaissance du travail, de l'effort, du boulot, du mérite, par reconnaissance et récompense. Il faut accepter ça en France. Et le jour où on aura une fiscalité à l'endroit, compétitive, incitative, motivante, non punitive, non politique, déjà, eh bien, et stable dans la durée, on va reconstruire tous ensemble, et grâce aux forces économiques que nous sommes, et l'entraînement de nos équipes et de nos salariés que nous avons, je dirais une France extrêmement puissante. Encore faut-il qu'on nous écoute, et à un moment, je me dis, il faudra peut-être qu'on prenne le pouvoir à un moment. Oui, on pourra en reparler. Alors, ce qui est intéressant, Pierre, quand j'ai lu le manifeste France 2020, c'est que d'abord, je l'ai trouvé très bien écrit, il y a de très bonnes idées, beaucoup de bon sens. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est quand même, je suis surpris que la presse ne s'en soit pas fait davantage l'écho. Et je vous posais la question tout à l'heure,
en catimini, et anecdotiquement, vous disiez, ben, on a fait une conférence de presse, et en fait, on a rien eu. Oui, c'est ça qui est très frustrant, il faut le savoir, mais vous le savez tous si vous voulez. Et c'est là où nous sommes tous, nous avons tous une responsabilité dans cette salle et les 3 millions d'entrepreneurs que nous sommes, profession libérale et autres acteurs de l'économie. Il faut qu'on fasse de l'infiltration trotskiste, de pensée anti-trotskiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tous qu'on parle, qu'on communique, qu'on parle à la radio, qu'on fasse des interviews, qu'on fasse des visites d'entreprise, qu'on montre à des députés, des élus, des professeurs, des proviseurs, la façon dont on bosse, l'économie, la plus belle communauté humaine après la famille, c'est l'entreprise, qu'on fasse parler nos salariés, Or, aujourd'hui, en effet, je m'aperçois que les journalistes sont un filtre terrible, si vous voulez, puisque à Jouan-Josas, j'ai fait une conférence de presse, il y avait 50 personnes comme ça, qui étaient tous des journalistes, sur France 2020, faire gagner la France. Conférence de presse, 45 minutes. Eh bien, figurez-vous que la seule question que j'ai eue, c'est « Que pensez-vous de la déclaration d'amour de Manuel Valls ?» Bon, qui était très belle, j'aime l'entreprise, nous étions très contents, etc. Ça a duré 10 minutes. Bon, et le départ de M. Montebourg, etc. Bon. Et puis, le lendemain, aucune ligne, à part l'opinion qu'on avait payée pour parler de France 2020. Non, mais si vous voulez, c'est surréaliste. Vous parlez de conquête, vous parlez d'enthousiasme, vous parlez d'innovation, vous parlez de faire gagner les équipes, de faire gagner la France, de tous les défis que nous avons à relever. Il y en a 2 principaux. Hein. Il y a le monde qui est à équiper. 7 milliards d'individus ont besoin de tout. Et vous avez le futur à construire. Voilà, les 2 grands défis. Alors après, vous pouvez sophistiquer en disant, bon, l'Afrique, il faut s'en occuper parce que ce sera le prochain réveil. Après l'Asie, qu'on a un peu loupé. Vous pouvez sophistiquer en disant, le numérique, formidable opportunité schumpeterienne, où on aura besoin d'agilité, de rapidité. Et donc, si vous ne bougez pas la législation du travail, on va tous mourir. En pleine santé, enfin, on va mourir guéri, mais on va mourir. La transition énergétique, formidable marché. Donc, à travers la mondialisation d'une part et la fabrication du futur, vous arrivez rapidement sur tous les défis qu'on a à relever. L'alpha et l'oméga, le nœud gordien, c'est l'entreprise qui peut relever ces défis, qui apporte des solutions par l'innovation. Et par l'innovation, avec 5 facteurs clés de succès que j'avais listés, qui sont les responsabilités de nous, patrons. Nous avons 5 responsabilités pour faire fonctionner nos entreprises et faire gagner la France. Vous les connaissez. C'est bien sûr, tout ce qui est client. Satisfaction du client, intimité client. Et je regrette, si vous voulez, que dans l'éducation nationale, dans les collèges, dans les lycées, on parle jamais de client. Le client, c'est fondamental. C'est le point numéro 1. Si vous avez un client, ça marche. Vous n'avez pas de client, ça ne marche pas longtemps. Donc tout ce qui est service client, tout ce qui est service client, qu'il soit industriel ou dans le tourisme, où le touriste est un client, il faut l'accueillir, il faut parler sa langue, il faut l'aimer, c'est un consommateur en puissance, et on est payé par nos clients, intrinsèquement. Deuxième chose, le management des hommes et des femmes. Je dis très souvent que nous, on veut des hommes et des femmes heureux, épanouis, motivés dans notre entreprise. On veut toujours nous faire croire qu'on veut licencier toute la journée. Là, vous voyez, le débat qu'il y a en ce moment, c'est... Le patron, il veut licencier, quoi. Oui, c'est notre vocation. Nous, on veut embaucher pour licencier, c'est bien connu. Hein. Bon. Non, nous, on veut des hommes heureux, motivés, épanouis, mais employables. Employables parce que les mutations du monde sont importantes, la mondialisation, le numérique, et qu'on ne pourra pas garantir à nos salariés, je dirais, un emploi à vie dans notre entreprise. Mais c'est pas grave s'ils sont en formation permanente, grâce à l'innovation dans l'Internet, dans les MOOC, dans l'éducation, etc. Troisième facteur clé de succès, l'innovation en tant que telle, mais l'innovation, elle n'est pas forcément technique. Bien sûr, vous êtes des champions de l'innovation, mais vous le savez tous, l'innovation, c'est dans le management, c'est dans l'excellence opérationnelle, c'est dans les matériaux, dans les technologies, dans l'utilisation du net, dans le service client, dans l'organisation. L'innovation est très, très, je dirais, généralisée. Quatrième chose, l'excellence opérationnelle. Il ne faut jamais oublier l'excellence opérationnelle. Vous savez, je vois beaucoup de sociétés en Allemagne qui sont des concurrents et des clients. Et ils sont moins créatifs que nous en général, les Allemands. Et par contre, ils sont très très forts en excellence opérationnelle. Je me souviens même d'une société qui faisait des morceaux de plastique pour des pare-chocs. Mais vraiment un morceau de plastique stupide, hein, aucune innovation dedans. Par contre, métronome. C'est-à-dire l'excellence opérationnelle jusqu'au bout des ongles. C'est-à-dire c'était livré à 15h01 et pas à 15h02 toutes les semaines à BMW depuis 3 ans. Baisse des prix constante, amélioration des technos bien évidemment, donc service client mais hors pair, qualité hors pair, maîtrise du prix de revient hors pair, donc robotisation, automatisation et tout le truc.
Donc, si vous voulez, l'innovation, moi je pense qu'il faut toujours le coupler à l'excellence opérationnelle. J'ai fait moi-même l'expérience à Radial d'avoir livré des produits très très innovants au même BMW il y a quelques années. Ça a été catastrophique. C'est-à-dire le type était bravo, votre innovation géniale. J'ai livré 3 mois, ça a été catastrophique parce que c'était de l'innovation. Je n'avais pas mis l'excellence opérationnelle, la maîtrise des processus, la maîtrise des qualités qui allait à côté de ça. Donc attention à une innovation sans excellence opérationnelle à côté. Ça c'est l'expérience juste de chez l'entreprise. Et 5e chose, le premium. Alors moi je suis beaucoup pour la montée en gamme. La montée en gamme qui est quelque part un mixte des 4 points précédents. C'est-à-dire on peut être faiblement innovateur, mais par contre on doit être très très fort en service client, ou très fort en qualité, ou très fort en process industriel. C'est vrai que nous, Français, nous sommes très forts en innovation, en créativité. On le voit au CES de Las Vegas, Consumer Electronics Show de Las Vegas, où vous aviez des tas de startups formidables, une créativité, une innovation dans le domaine de l'Internet des objets, mais absolument extraordinaire. Ce dont je rêve, c'est que dans 10 ans, eh bien, une très grande majorité de ces startups soient devenues des PME, éventuellement des grands ETI. Et là, vous arrivez sur la maîtrise de l'organisation, la maîtrise de la croissance, la maîtrise des process pour durer, et le premium, donc la montée en gamme. Alors la montée en gamme, en effet, c'est soit par l'innovation, bravo, formidable, c'est sans doute ce qui nous différencie le plus rapidement, mais ça peut être des produits éventuellement moins innovants, mais avec une excellence opérationnelle redoutable. Et là vous exportez, je dirais, sans problème, parce que en effet, quand vous livrez à Boeing ou à Apple dans le monde ou en Corée, je dirais que la maîtrise de cette excellence opérationnelle, qui fait partie du premium, est redoutable. Voilà ce que je veux vous dire sur les facteurs clés de succès que nous devons intégrer. Alors, on a cité quelques-uns qui sont quand même des sujets de tous les jours pour nous. On a parlé de l'innovation. C'est bien évidemment le sujet central du comité Richelieu avec les entreprises innovantes. On a parlé d'excellence opérationnelle et je vais en profiter avant de donner la parole à l'assistance, parce que je pense qu'il y a plein de questions qu'ils vont vous poser. Appeler Dominique Scalia. Donc Dominique, président de l'Observatoire Comme Média, avec qui nous avons organisé cette journée Les Chemins d'innovation et à qui je vais donner la parole d'abord et puis proposer de vous poser une question, Pierre. Et qui représente à peu près 40 000 entreprises. C'est l'économie de la communication qui elle-même vit des moments extrêmement difficiles. L'ensemble de ces entreprises qu'on peut séquencer sur 3 grands secteurs, les médias, la filière graphique et les agences de communication, connaissent depuis 10 ans une baisse sans cesse de leurs activités, de leur rentabilité. C'est un monde qui est assez peu connu, alors que c'est le monde de la communication, celui qui devrait être très connu. Pour autant, tout ce que vous dites, nous y sommes extrêmement sensibles. L'innovation, nous l'avons mis au cœur de nos réflexions. Mais la concurrence fait rage. Les grands acteurs internationaux, les GAFA aujourd'hui, sont en train de bousculer radicalement l'ensemble de ce métier. Peut-être nous ne l'avons pas encore constaté. De surcroît, que ce soit le monde des agences, que ce soit le monde des médias, que ce soit le monde de la filière, il y a un trouble profond aujourd'hui de ces entrepreneurs. Tout ce que vous dites, vos 5V nous parlent. Tout ce que vous dites dans, effectivement, les responsabilités des chefs d'entreprise nous parle. Mais cet environnement international, extrêmement brutal, ces grands acteurs qui dominent le monde aujourd'hui de la communication, même si nous ne les voyons pas dans tous les métiers, ils y viennent. Votre vision en tant que président du MEDEF de cette situation, de cette économie particulière qui est celle de la communication, face à tous ces enjeux que vous nous citez, et je crois que tous les chefs d'entreprise qui sont ici présents l'entendent bien, le comprennent et vous écoutent. Oui, bah, écoutez, c'est un secteur que je connais beaucoup moins bien que le vôtre, mais que vous. Mais j'ai vécu un peu ça dans l'électronique, puisque moi j'ai fait des composants électroniques. J'avais une vingtaine de concurrents patrimoniaux il y a 30 ans en France. Ils sont tous disparus, ils se sont tous vendus, certains sont partis. Et je me retrouve l'un des derniers mohicans de l'électronique, des composants électroniques français passifs, des connecteurs. Donc nous vivons un monde qui bouge à toute vitesse. Il bouge par le numérique qui est vraiment extrêmement disruptif, bien sûr, par les modes de vie qui changent, des jeunes générations Y et Z, vieillissement de la population qu'il faut intégrer aussi. Il bouge parce que on a 150 pays en concurrence. Dans les 30 Glorieuses, on avait 5 ou 6 pays en concurrence. Donc aujourd'hui, vous avez des concurrents de partout. L'Internet, en plus, réduit la distance et réduit le temps. Donc en plus, tout va beaucoup plus vite et tout se raccourcit.
C'est pour ça, si vous voulez, que notre combat, nous, au niveau du MEDEF, c'est que nous sommes dans une économie qui va demander beaucoup d'agilité, beaucoup d'adaptabilité, beaucoup de rapidité, et dans votre domaine encore plus. Et là, l'innovation est fondamentale, bien évidemment, parce que si vous faites la même chose que tout le monde, vous n'allez pas survivre. Donc vous êtes en constante remise en question, à chercher en dehors des carrés. Donc bravo pour ce que vous faites. Et ceci étant dit, on est dans un monde qui va être schumpeterien et qui va être de plus en plus. Donc il faudra accepter de s'adapter. Il faudra accepter de s'adapter rapidement. Mais pour s'adapter, c'est très anxiogène. Donc je reviens sur les salariés. Il faut qu'on puisse donner à nos salariés le bagage de formation qui leur permet de rebondir, soit au sein de la même société, soit à l'extérieur. Donc là aussi, si vous voulez, je pense que ce souci d'adaptation, il faut qu'on le vive en enlevant les contraintes. Alors quelles sont les deux énormes contraintes? J'en ai parlé de 3 chiffons rouges tout à l'heure. Je pense que pour que, en effet, la législation du travail doit vraiment s'adapter pour qu'on aille beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur ces adaptations permanentes, tout en préservant le salarié sur sa formation, son employabilité, bien évidemment. Et puis, en effet, tout doit être plus rapide. On est dans un environnement extrêmement complexe. Je vois qu'on a toujours 85 codes et 400 000 normes, et qui fait, si vous voulez, que on a aujourd'hui les entrepreneurs qui ont parfaitement compris la mutation du monde, la rapidité du monde. Et puis vous avez une autre partie, il n'y a pas de journalistes dans la salle, c'est parfait, je peux me lâcher un peu. Vous avez une deuxième autre partie des Français qui, dans la fonction publique, qui quelque part perçoivent qu'il faut bouger, mais n'ont pas cette sensibilité-là. Et donc en effet, rien ne bouge, on garde tout, on touche à rien, et puis tout ira bien. Non, non, il faut vraiment, et ça, il y a besoin d'une explication aux Français, si vous voulez, de ces grandes mutations et du fait qu'il y a des opportunités formidables, parce qu'il ne faut pas le voir de façon anxiogène, sinon vous êtes foutus. Il faut le voir de façon comme des opportunités formidables de croître, et les Français ont une place, ont une réputation. Moi, quand je discute avec des Asiatiques, ils adorent la France, ils adorent la culture française, ils adorent le romantisme français, ils sont prêts à acheter des produits faits en France. D'ailleurs, j'ai des idées de 2-3 boîtes qui faisaient des sacs à main du côté d'Albi, qui étaient en train de mourir, et qui ont trouvé des croissances très fortes au Japon et en Corée, parce que Made in France, parce que French Design. Pareil pour des chaussures, le petit fabricant de chaussures qui est en train de mourir, eh bien, il a trouvé une sortie par la Chine, et formidable de nouveau, il a retrouvé de la croissance. Et bon. Donc tout ça pour vous dire, si vous voulez, qu'on a des atouts incroyables qu'il faut mettre en avant. Les Africains nous attendent. J'étais à un colloque de ministres et de députés et de chefs d'État africains il y a un mois à Bercy. Ils sont tous venus me voir en me disant: mais qu'est-ce que vous foutez, les Français, mais qu'est-ce que vous faites? On est envahi par les Chinois. mais on les veut pas, on comprend pas, ils parlent pas le français, vous parlez le français, on connaît votre culture, on est trayés, on a des liens d'amitié la plupart du temps. Mais venez, puis on a besoin de vous. Donc si vous voulez, la France est demandée. Donc il faut expliquer à tous ceux qui nous gouvernent, à tous les gens dans la fonction publique, aux journalistes, à nos partenaires sociaux, aux professeurs et aux proviseurs, que le monde bouge, que c'est des opportunités formidables, qu'on a besoin d'adaptation, fondamentalement, et que toutes les contraintes qui vont nous rajouter, toutes les obligations qui vont nous rajouter, toutes les sanctions qui vont nous rajouter, dans les codes du travail ou fiscalité, créent du chômage. Faut leur dire, faut répéter. Donc alléger, simplifier. Et moi, je continue de voir, si vous voulez, tous les jours des contraintes qui arrivent. Si vous voulez, vous avez le devoir de vigilance qui vient d'arriver. Vous avez hier, c'était un truc incroyable, c'est que pour pousser les salariés à avoir des fonctions dans les municipalités, ils vont devenir protégés pendant 12 ans dans les entreprises. Donc ils auront un statut de salarié protégé pendant 12 ans. Et je dirais, c'est ubuesque. Donc là, on a besoin de tout. C'est pour ça que, si vous voulez, on est 3 millions d'entrepreneurs, 750 000 adhérents au MEDEF. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole, à expliquer ça. On ne parle pas assez. Les chefs d'entreprise sont très souvent dans leur entreprise, ils n'osent pas parler. Il faut parler du monde qui tourne, du monde qui bouge, de la pêche que vous avez, de l'enthousiasme, de la conquête. Parce que, si vous voulez, on se fait dépasser par un conservatisme absolument incroyable, destructeur, suicidaire. Merci pour cette dynamique et cette envie. Et on partage cette position. Je crois que d'ailleurs, cette journée, c'est porter l'innovation dans le monde du marketing et de la communication. C'est le sujet, on va dire, la grande thématique de la journée. Donc on aura l'occasion d'en débattre. Mais je crois, juste avant de céder la parole à l'assistance, qu'effectivement nous avons un vrai travail d'éducation de la société civile,
parce que les médias ne le font pas, on est d'accord. Pas bien, en tout cas, et les politiques, encore moins. Et c'est pour ça que, si vous voulez, ce que vous représentez, le domaine de la communication est extrêmement important, parce que grâce au numérique, aux nouvelles technologies, on pourra sans doute court-circuiter, inventer des nouveaux systèmes de communication, des MOOC dans l'éducation nationale, des TED conférences, de former des gens, de parler à nos salariés directement, de parler à nos élus, de parler aux concitoyens, non pas forcément par le biais des médias qui vont filtrer encore à mort tout ce qu'on dit, mais justement d'avoir des témoignages, des belles réalisations, des pitchs ou des petites histoires très belles à raconter sur des projets réussis, sur des équipes qui gagnent. On a fait par exemple le beau travail à la télévision. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit spot de télévision qui est passé 6 mois à France 2 et France 3, 1 minute, qui s'appelait Beau travail, et on a mis à l'honneur un salarié dans un métier difficile, en tension, un métier comme soudeur, chaudronnier, webmaster, poissonnier, boucher. Donc il y avait une centaine de métiers qui sont demandés en France et qui ne sont pas pourvus. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a bypassé toute la presse et tout le monde. On a fait notre propre campagne. On a été visionner des salariés réels, ce ne sont pas des acteurs, qui expliquaient avec passion leur métier. Avec passion. Avec passion. Passionné, quoi. Un décolleteur, passionné par le décolletage, le gars. C'est un artiste. Et bravo, il faut les mettre à l'honneur, ces gars. Parce qu'ensuite, si vous voulez, ça se visionne. Et ensuite, les parents d'élèves disent, ah bah tiens, il y a encore du boulot dans l'industrie. Ah bah tiens, dans les services, il se passe quelque chose. Ah bah tiens, les métiers de douche, il manque 5000 poissonniers en France, vous voyez. Et le gars, salaire d'embauche, 1800 €. Et il en manque 5000. Alors qu'est-ce que je fais pour être poissonnier? Et le type, si vous voulez, on a intellectualisé tellement tout ça. On a beaucoup intellectualisé. Que ce que vous incarnez permet peut-être de faire que la France bougera grâce à des moyens nouveaux de communication. Merci. Bien. Parole à l'assistance. Qui veut se lancer? Allez, Éric Boulet. Je voudrais revenir sur ce qui est écrit derrière vous. Vous ne le voyez pas, c'est PME innovante et chasser en meute. On est ici dans un centre tourné vers le numérique. Je voudrais avoir votre regard sur les priorités françaises. En France, on parle beaucoup de réindustrialisation. En Allemagne, on a choisi de prendre le poste de commissaire au numérique pendant que la France prenait le poste de commissaire à l'économie. Est-ce que vous voyez évoluer les grandes entreprises, vos adhérents, les grandes entreprises françaises, comment les voyez-vous évoluer vers le numérique et comment les voyez-vous évoluer pour profiter de l'écosystème dont ce lieu fait partie, pour travailler un petit peu plus avec les PME innovantes et donc chasser en meute? Est-ce que vous voyez un peu de mouvement depuis 2 ans? Alors écoutez, c'est un combat quotidien aussi, comme vous le savez. J'étais un peu à l'origine avec Henri Lachmann de la création de Pacte PME il y a 8-9 ans, qui a été mis en place. Je vois Pierre Pelouzet qui était un acteur et qui l'est toujours, Jean-Claude Volo à l'époque, Manuel Leprince que vous connaissez bien ici au comité Richelieu. Si vous voulez, en effet, l'idée c'était de sensibiliser les grands groupes et de distribuer des médailles aux grands groupes qui jouaient le jeu des écosystèmes de PME, de TPE innovantes. C'est un travail quotidien, constant, parce qu'on a aussi une mondialisation de l'économie, comme vous le savez. Il y a ces grandes sociétés, en fait, se mettent en place, achètent des entreprises avec des écosystèmes locaux. Quand Schneider achète une entreprise à Taïwan, il y a tout l'écosystème local de Taïwan qui va avec. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs configurations. En tout cas, tous les patrons que je vois, les grands patrons, sont quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous, il y a quelques exceptions, tout à fait concernés par le développement des TPE, des PME, des fournisseurs français stratégiques. Donc là, je crois qu'on surfe sur une vague qu'il faut transformer en action. Donc, le nouveau patron de Pacte PME s'appelle Monsieur Demestre, PDG de Siemens, très sensibilisé. Siemens, culturellement, ils sont tout à fait pour les écosystèmes. Et je crois qu'il faut continuer le combat à travers une vision vertueuse. Qu'est-ce que la France et les Français, nos grandes entreprises, tête de pont, en fait, ce sont des porte-avions de l'innovation française, de l'excellence française. Comment on peut continuer de travailler avec eux? Alors, ce qui demandent en contrepartie, c'est de l'innovation, c'est de l'agilité, c'est de la rapidité. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que dans un sens. Et chaque fois que je leur en parle, ils disent oui, mais il faut que les TPE se remuent, se grossissent, se fusionnent, etc. Je dis oui, mais très bien, mais on va le faire si vous nous aidez dans le temps, ça va fonctionner, etc.
Donc je crois qu'il y a un mouvement qui s'est opéré et qui est vertueux. Alors après je continue de penser que dans certaines directions d'achat, on continue de ne pas avoir les bons critères de bonus pour juger de la performance de nos acheteurs. Dans certaines sociétés, je ne donnerai pas de nom, Pierre pourra peut-être compléter tout à l'heure s'il intervient, mais je continue de penser, si vous voulez, que plus une société, d'ailleurs une grande société est malade, va pas bien, et plus elle va mettre la pression pour réduire les coûts partout. Et en effet, réduire les coûts de communication, de publicité, de transport, de voyage, et sur les fournisseurs, bien évidemment. Et ensuite, on se fout un tout petit peu plus de l'innovation et de la qualité d'un fournisseur dans le temps. Quand vous voyez des bonnes sociétés qui durent, eh bien, elles ont un écosystème très vertueux d'hommes et de femmes. C'est en fait, là, on parle d'entreprises, du comment, et non, c'est-à-dire en fait qui donnent un sens aux salariés sur le travail, et des fournisseurs qui sont embarqués naturellement dans le projet aussi, où le coût est important bien évidemment, mais vous avez la capacité d'innovation, la rapidité, le service qui intervient dans 10 ou 15 critères, avec des poids différents. Moi en tant que radial, je vois bien les clients qui me jugent non pas seulement sur le coût, et ceux qui travaillent dans la durée, et qui me considèrent comme fournisseur stratégique, qui ont fait des grandes choses ensemble, et ceux qui n'ont quasiment que le coût en tête, si vous voulez. Et là, c'est dramatique parce que je finis par les éviter. Enfin, quand j'ai le choix, hein, parce que des fois, j'ai pas le choix. Quoi. Quand les années sont dures, on choisit pas. Mais quand les années sont un peu meilleures, on peut choisir un peu plus. Oui, madame. Bonjour, j'avais deux questions. Tu crois? D'accord. Alors moi, je suis partie. Je rebondis sur. C'était ma deuxième question. Je rebondis sur le fait de direction achat parce que je suis directrice achat. Oui, pardon. Je suis Sylvie Noël et je suis la directrice des achats de Covea. Covea, c'est MAF, MMA, GMF. Je pense que la vision du co-skilling sur les achats, c'est une vision arriérée. Je suis totalement désolée. Je fais moi-même partie. J'en ai en tant que client, excusez-moi. C'est du réel, c'est du vécu ce que je dis. Non, je dis pas que vous n'en avez plus, mais néanmoins, enfin, moi-même, je fais partie de. J'échange avec beaucoup de mes pairs sur les achats. C'était une vision effectivement qui existait encore il y a 5 à 10 ans, qui perdure encore un peu dans cette activité, il faut être très honnête. La distribution fait partie des fers de lance, même s'il est en train d'évoluer. Et je pense que dans une échéance très très courte, de toute façon, c'est quelque chose qui va effectivement s'éradiquer au profit justement de l'innovation, du service, qui est quelque chose sur lequel on fait de plus en plus un focus. D'ailleurs, le développement des soft skills, ce qu'on appelle dans notre jargon, est véritablement à le vent en poupe. Ça, c'était juste un petit commentaire. Mon autre question touche davantage ce dont vous parliez sur les jeunes, je dirais, et le problème quelque part des métiers. Vous parliez des petits flashs que vous aviez faits sur les métiers de plombier, etc. Nous sommes confrontés en tant qu'entreprise à des problèmes fondamentaux de recrutement. Enfin, moi-même, j'ai des postes ouverts, dont certains ouverts depuis 1 an et demi. Je pense qu'on a un problème de société avant tout qui est bien au-delà de la capacité de pouvoir travailler, mais qui est surtout, on n'a pas de journaliste, et de toute façon j'assume pleinement mes propos, d'un système que vous ne retrouvez dans aucun pays, même très très proche, hein, qui est qu'on a un confort matériel à être au chômage, qui fait que je suis désolée, aujourd'hui vous ne motivez absolument pas les jeunes à vouloir travailler. Et moi je trouve ça totalement dramatique. Jeunes ou moins jeunes, hein, en l'occurrence. Hein. Alors, merci pour votre première remarque sur les acheteurs. Vous nous rassurez, mais nous avons constaté l'évolution vertueuse et positive, tout en disant quand même qu'il reste quelques noyaux durs, mais très souvent liés à la santé de l'entreprise. Je crois que, si vous voulez, c'est très souvent lié à la santé de l'entreprise. Quand une entreprise ne va pas très bien, ben, elle cherche des économies partout, et en effet, c'est cost killing, mais partout, c'est dans tout. Ceci étant dit, je constate aussi qu'il y a une évolution tout à fait positive, et je crois que Pierre contribue tous les jours aussi à cette évolution positive. Donc nous voilà un peu plus rassurés aujourd'hui. Sur le deuxième point, vous avez parfaitement raison. Moi, je vois 2 types de patrons en France, et je le dis de plus en plus dans la presse et la radio. C'est que vous avez soit les patrons qui ont peur d'embaucher,
il y a une peur d'embaucher, notamment pour les plus petites entreprises. Je ne sais pas si vous êtes entouré, moi je suis entouré de gens, d'artisans. Plombier, il est tout seul, l'électricien est tout seul, jardinier, il est tout seul. Ils avaient tous un ou deux salariés. Et ils sont tous maintenant tout seuls parce qu'ils ont pris un ou deux prud'hommes dans la figure. Ça leur a coûté 30 à 50 000 euros et c'est fini. Ils ne veulent plus. Ça, c'est terrible, c'est dramatique. Et ça, il faut le dire et le répéter. Je suis très content que François Hollande et Manuel Valls ont utilisé l'expression « il faut supprimer la peur d'embaucher dans les TPE ». J'étais ravi parce que j'ai fait du copier-coller. Ça, c'était très très bien. Après, vous avez ceux qui ont peur d'embaucher, qui n'embauchent plus, et puis ceux qui ne trouvent pas. Alors, moi, je suis pareil, j'ai une usine à Dole dans le Jura, je cherche depuis 12 mois des opérateurs pour l'usinage et le fraisage, que je ne trouve pas. Donc je les trouve pas, et en fait les CFA ont fermé plus ou moins, etc. Et en effet, il y a les meilleurs sont partis en Suisse, et puis le reste ils ont fait autre chose, ou alors ils sont au chômage. Donc là sur le chômage, je pense qu'il y a un vrai sujet, et je vais vous dire comment on va faire. C'est que bon, il y a 12 mois, personne ne voulait parler du chômage en France, ni Hollande, ni Jean-Marc Ayrault, ni Sapin, ni Touraine, ni les partenaires sociaux. Donc on a fait une première négociation très mauvaise, je dirais, on n'est pas fiers du tout, en mars 2014 sur l'assurance chômage, bon, qui a permis de conduire à 700-800 millions d'euros d'économie quand même, mais sur 4 milliards de déficit. Donc personne n'était mûr pour parler de dégressivité ou de refus au bout de 2 ou 3 postes, vous perdez des droits. Il faut faire comme en Allemagne, il faut faire comme Schröder et Hartz. Donc il y a un moment, si vous voulez, il faudra qu'on accepte ça. Alors en tant que partenaire social, si vous voulez, moi je suis très gêné parce que c'est compliqué. Vous avez en face de vous des gens qui ne veulent pas forcément négocier, qui en général pas trop, voire pas. Et puis vous dites, bon, si je vais à un désaccord, si j'ai un échec, qui prend la main? Vous avez le gouvernement derrière. Et en fonction de la qualité du gouvernement que vous avez, ils sont courageux ou ils ne sont pas courageux? Et parfois vous vous dites, non, ils vont régler le problème en vous augmentant les cotisations patronales et salariales, et en augmentant les charges et les contraintes. Et donc c'est terrible, si vous voulez. Actuellement, c'est peste ou choléra. Je suis désolé de vous parler comme ça, je ne le parlerai pas comme ça en presse. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est qu'il faut qu'on se prépare, soit pour un vrai courage Emmanuel Macron et Manuel Valls, mais ils sont très vite rattrapés par la patrouille. C'est très édulcoré, hein, avec un congrès du Parti Socialiste qui arrive, soit vous vous préparez pour 2017. C'est-à-dire, en fait, il faut préparer des candidats pour leur dire, vous aurez 6 mois. Et vous allez faire du Schröder Hartz pendant 6 mois. Et il n'y a que cette solution, si vous voulez, parce que moi je commence à désespérer de me dire, avec les partenaires sociaux, on va réformer la France. Mais on doit monter l'Himalaya et on fait 1 mètre ou 1 centimètre par négociation en rajoutant 350 pages de code du travail. Donc si vous voulez, c'est complètement aberrant. Donc je l'aurais dit d'ailleurs, c'est pas plus 350 pages, c'est moins 350 pages qu'il faut faire. Donc on est dans cette logique-là aujourd'hui. J'espère que nos concitoyens commencent à comprendre. Il y a des choses qui bougent, si vous voulez, tout n'est pas noir, mais on n'est pas du tout à la bonne vitesse. Donc l'assurance chômage, la prochaine réunion, Hollande et Valls veulent qu'on fasse une réunion, une négociation, et vous avez parfaitement raison, il faut qu'il y ait un écart beaucoup plus important entre des gens qui ont un emploi et ceux qui sont au chômage. Ça c'est clair, et une dégressivité qu'il faut rétablir. Une fois que j'ai dit ça, il faut qu'en face, ils acceptent. Une question. Bon, en parlant fort, on devrait y arriver. Voilà. Grands groupes, on puisse éventuellement, de manière vertueuse, même s'il faut s'occuper de l'écosystème dans l'export, hein, puisque je suis conseiller du commerce extérieur et je vois tous les jours ou toutes les semaines qu'un nombre d'entreprises n'osent pas aller à l'export parce que ça coûte cher. C'est vrai que c'est compliqué d'attaquer 3, 4, 5, 10 pays en même temps, surtout quand on est une PME. Quand on sait que la taille moyenne des entreprises en France, entre 11 et 250 salariés, c'est 20 personnes, et qu'on dit qu'aujourd'hui on voudrait des ETI,
je me dis le chemin il est encore très très long. C'est-à-dire passer de 20 à 50 de moyenne, c'est déjà compliqué, mais si on veut passer les 250, on n'y est pas arrivé. Sauf si, comme on le fait pour l'éducation de nos enfants, quand un enfant a 3 ans, on ne lui demande pas de courir comme s'il avait 7 ans, pas comme s'il avait 16 ans et pas comme s'il avait 18 ans. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un système de tutorat ou un système d'accompagnement ou de manière très vertueuse, les grands groupes pourraient dire on a repéré un certain nombre d'entreprises. Je sais pas, moi, si je prends Siloc, on est le dernier fabricant indépendant de colle en France qui fabrique des produits sans solvant. Et on est sur l'innovation non-stop. Sauf que pour arriver à casser la glace, pour rentrer dans certaines grandes entreprises que je nommerai pas, que ce soit les groupes agroalimentaires et autres, c'est pire que l'Himalaya. On peut pas, on n'y arrive pas. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut faire l'aumône. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut arriver à changer. C'est-à-dire qu'on ne fasse plus l'aumône, on est là, on a des produits qui sont bons, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement nous tendre la main? Je ne sais pas comment faire pour inverser ça, ça fait 15 ans qu'on en parle, peut-être même plus que ça, on en a parlé tous les deux. Je ne vois pas de solution, sauf à un moment donné à identifier quelques grands groupes en disant maintenant, vous signez en bas de la page, on signe une charte avec le MEDEF ou avec d'autres organisations et vous vous engagez à le faire pour de vrai. C'est ce que vous vouliez faire à Pacte PME où j'ai été pendant des années. J'y vais plus, j'ai pas moins de temps, mais je trouve que c'est ça qu'il faudrait faire pour avancer. Alors, merci beaucoup, mon cher Pierre. Oui, je t'en prie. Très bonne question. Donc, il y a tout ce qui se passe à Pacte PME. Et je crois qu'il faut aussi utiliser Pacte PME. Vous êtes tous présents, ou certains d'entre vous, pour accélérer dans ce chasser en meute et cet accompagnement vertueux des grands groupes à l'export, notamment des boîtes stratégiques. Deuxièmement, au niveau du MEDEF, on a notre ami Frédéric Sanchez, que vous connaissez peut-être, qui est le patron de FIV. Boîte formidable, ils font des usines du futur, en fait, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, très exportateurs. Et Frédéric m'aide dans les filières d'excellence et le chasser en meute. Donc il est à la fois MEDEF et AFEP, donc l'AFEP, l'association des grandes entreprises. Son idée, c'est de concocter une sorte de charte. En effet, alors c'est encore une charte, vous allez me dire, mais d'avoir une sorte de règlement qui va permettre de susciter, de booster, de motiver encore plus les grands groupes à accompagner des PME et des TPE à l'export. Ils ne désespèrent pas. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour le code AFEP-MEDEF des rémunérations, comme vous le savez, sur l'éthique, etc. Et d'avoir un code, pas une charte, mais un code AFEP-MEDEF sur le chasser en meute et sur l'intérêt de tirer vers le haut, vers l'exportation des TPE et des PME innovantes, on va essayer de le faire. Alors ensuite, vous avez le projet Stratexio. Stratexio, ça c'est un projet qui a été lancé par mon ami Jean-Claude Volo, que vous connaissez peut-être tous, puisqu'il a beaucoup sévi dans le Pacte PME, il était avant à la place de Pierre. Alors Jean-Claude est un type formidable, parce qu'il a un franc-parler que j'aime beaucoup, un peu brutal parfois, il en a énervé quelques-uns, il s'est fâché avec beaucoup de monde, mais quelque part c'est un grand cœur, Jean-Claude. C'est un grand cœur. Et c'est un type passionné par la PME, la TPE, l'innovation. Et donc avec lui, on a lancé le projet Stratexio. Stratexio, c'est de repérer, on fait un pilote avec 3 régions. Alors de tête, c'est Nord-Pas-de-Calais, je crois que c'est toute la partie Normandie et l'Aquitaine. Et on essaie de détecter des centaines de PME, TPE, qui ont la taille suffisante pour exporter. Parce qu'il faut faire attention, l'exportation, ça se prépare. Il ne faut pas dire à un gars qui a 10 personnes, tiens, il est génial ton produit, tu vas exporter. Parce que là, c'est très casse-gueule. Hein. Donc ça se prépare. Donc ce projet Stratexio, on le fait avec le MEDEF, avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les régions concernées, et bien sûr tous les dispositifs UBI France, etc., qui sont concernés. On essaye de fédérer nos moyens, de fédérer nos intelligences, nos expériences, de faire un truc très simple, et puis en effet de détecter par ces régions, et on regarde si ça peut monter donc en puissance, donc à travers ces centaines de PME qu'on a visualisées, de les aider, de regarder est-ce qu'on peut aller plus vite, est-ce qu'on peut les aider à exporter mieux, à se faire accompagner par un grand groupe. Donc tout ça, c'est projet Stratexio. Jean-Marc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir nous voir. C'est Frédéric Sanchez qui s'occupe de ça. Et vous avez ici présent dans la salle une de mes directrices générales préférées du MEDEF, Dorothée Pinault. Dorothée, vous pouvez vous lever. Non, tout le monde connaît Dorothée en général. Hein, bon. Mais Dorothée, c'est la Sherpa de la mondialisation et c'est la Sherpa du chasser en meute. Et de Stratexio. Donc si ce sujet-là vous intéresse, n'hésitez pas à venir infiltrer le MEDEF. Pierre Gattaz, merci. Pierre Gattaz, une remarque tout de même. Vous voyez la filière de communication que je représente, je reviens sur celle-ci, elle n'exporte qu'à 8% de son chiffre d'affaires. Bon, l'un des freins culturels quand même que nous constatons, c'est le problème de la pédagogie.
Ça paraît très simple, très basique. Hein, j'aime bien votre côté pragmatique. Mais attendez, combien de gens parlent l'anglais dans les entreprises? Tout simplement. Quand on voit aujourd'hui que notre marché est attaqué français, dans notre filière, par des Italiens, par des Espagnols, par des Allemands, aujourd'hui par des Tchèques, aujourd'hui par des Polonais. J'ai eu un très bel événement qui a été mené par nos adhérents, la Nuit du Livre. Hein, il y a eu énormément d'imprimeurs donc, de ces zones et de ces marchés qui viennent, eux, et qui parlent français. Donc, ça paraît simple, ça paraît bête, c'est pragmatique. Mais aujourd'hui, quand on pèse 8% dans le poids de son chiffre d'affaires sur une filière qui pèse 49 milliards, ça nous interpelle et on essaye de creuser, de voir. Et là aussi, il y a tout un problème de formation. Je reviens sur ce que disait Sylvie, il y a un problème de formation, de pédagogie. Et là, c'est un point dur, très dur. Et je pense que c'est pas des petites choses aussi comme ça qu'on peut décloisonner, on peut véritablement donner aussi une autre dynamique internationale. Oui, alors si vous voulez, sur tout ce qui est pédagogie, bon, comme vous le savez, il faut vraiment qu'on s'y mette tous. Moi, je suis toujours. Alors, ce qu'on essaie de faire aussi au MEDEF, c'est ce qu'on appelait rapprochement des mondes. Là, c'est Madame Anne-Marie Couder, qui est l'ancienne ministre de Juppé, que vous connaissez peut-être, une femme formidable qui s'occupe maintenant de Prestalis et qui s'occupe de la réduction des dépenses publiques d'une part et du rapprochement des mondes. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de pousser des initiatives de terrain. Je vous en donne une que j'ai faite à Radial depuis 5-6 ans qui s'appelle Classe en entreprise. Et là, si vous voulez, l'idée c'est de prendre une classe pendant 3 jours avec les profs et ils font classe dans l'usine, dans une salle de réunion de maths, de français, de philo. Donc les profs défilent et toutes les 2 heures, vous allez voir un salarié qui explique son métier. Là encore avec passion, avec passion, parce que on voit toujours les pneus qui brûlent avec les drapeaux rouges aux 20h, mais vous avez 5% de gars qui défilent toute la journée, et puis vous avez 95% de gars qui adorent leur métier, qui adorent leur patron, leur boîte, etc. Donc, ouais, si vous voulez, ça commence aussi à m'énerver, cette histoire-là. Bon, eh ben, vous les mettez dans l'entreprise. Les types, ils vont voir un décalteur heureux, ils vont voir un technicien heureux, une secrétaire de direction heureuse, une contrôleur de gestion heureuse. Et puis, ça fait, à la fin des 3 jours, les élèves qui comprennent l'entreprise, qui la découvrent, qui disent mais c'est pas la lutte des classes, mais c'est pas Zola. Les professeurs qui découvrent aussi un monde harmonieux, parce que bon, en général, à part quand on est un peu en crise, mais la plupart du temps, je dirais, ça se passe bien dans une entreprise. Et des élèves et des profs qui redécouvrent le truc. Donc si on arrive à généraliser ce type d'initiative très pragmatique, bon, alors là encore, vous avez une responsabilité formidable, si vous voulez, parce qu'à la fois vous êtes dans un secteur qui est peut-être un peu malmené, qui exporte pas assez, vous avez des problèmes d'anglais, etc., d'ouverture, mais vous êtes la clé peut-être de toute cette pédagogie du pays. Et parce qu'il y a des nouveaux moyens de communication, vous avez tous les réseaux sociaux, vous avez des tas de choses qui se passent, les MOOC, les TED, etc., et qui fait que nos générations Y et Z, les jeunes, ils sont tout le temps là-dessus. Donc il y a peut-être une opportunité accélérée de faire de la pédagogie accélérée du monde qui bouge et du monde qu'on veut, et de la France qu'on veut demain. Et je pense que faut le voir comme une formidable opportunité de changer le monde et de ringardiser ceux qui ne veulent pas bouger. Ce sera le thème de l'innovation toute la journée. C'est la conférence suivante, Pierre. L'innovation, c'est pas de la technologie, mais on en parlera évidemment. On a encore, allez, potentiellement une question, maximum 2, qui se lance. Oui, Thierry Sergent, oui, je suis en charge de l'international au comité Richelieu. Par rapport à ce que vous disiez sur les jeunes qui ne parlent pas anglais, j'ai quand même l'impression que l'éducation a fait d'énormes progrès. Je suis un vieux de la vieille, moi j'ai fait toutes mes études de Bac+5 sans passer une semaine à l'étranger. Aujourd'hui, je vois mes enfants, ils ont tous passé 6 mois, 1 an et demi à l'étranger. Donc je pense quand même que ça progresse du côté internationalisation. Ils arrivent, ils bougent, il se passe des choses. Après le bac, oui, c'est très bien. Après le bac, c'est très très bon. Avant le bac, ça reste... C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ça avance. En revanche, et là je me retourne vers le MEDEF. Le MEDEF est un groupement français. Qu'est-ce que le MEDEF fait par rapport à notre premier marché que l'on appelle encore export et qui devrait plus être export, qui est l'Europe? En quoi il y a des associations avec les autres MEDEF? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'Europe comme levier pour mettre à bas nos conservatismes français et nous retrouver ici avec autre chose que du français? Oui, alors si vous voulez, c'est le deuxième relais de croissance parmi les 7 que j'ai listés et qui sera développé dans mon livre bleu qu'on sortira à l'été. Le premier, c'est la mondialisation. Bon, le deuxième, c'est l'Europe. Le troisième, c'est toutes les filières du futur, filières technologiques, scientifiques, y compris le tourisme, l'agroalimentaire, la sécurité. Le quatrième, c'est le numérique. Le cinquième, c'est l'énergie. Et le sixième, c'est l'entrepreneuriat à tous les étages.
Et le 7e, c'est l'épanouissement des hommes et des femmes. Donc voilà, je vous donne le truc. Donc le 2e, c'est l'Europe. L'Europe, c'est une autre cour de récréation, c'est 500 millions d'habitants, de consommateurs, de salariés. C'est aussi une opportunité donc, de croissance et de développement pour nous, de comparaison, de benchmarking énorme. Et c'est aussi de la convergence. Alors ça, c'est génial, la convergence, parce que quand Jean-Claude Mailly, patron de FO, qui nous parle de l'Europe toute la journée, je lui dis, Jean-Claude, bah, c'est super, on va faire la convergence sociale, la convergence fiscale. Et là, il n'y a plus personne. Parce que là, si on commence à converger vers la moyenne européenne sur ces deux sujets-là, je peux vous dire qu'on va gagner beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, on simplification, etc. Donc, pour nous, l'Europe, c'est à la fois un marché, c'est 500 millions de consommateurs, ce sont nos voisins. Et donc, nous avons mis là aussi, et Dorothée est aussi Sherpa de la mondialisation européenne, de l'Europe. C'est Loïc Armand, numéro 2 de L'Oréal, qui s'occupe de ça au sein du MEDEF. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déjà pris contact avec le MEDEF allemand qui s'appelle le BDI. Ils ont deux MEDEF en Allemagne. Ils ont le BDI sur le plan économique et le BDA sur le plan social. On connaît les deux. Donc, sur le plan social, on discute d'un certain nombre de choses sociales. Et sur l'économique, on parle de numérique. Quelle est l'Europe du numérique que nous voulons? Sur l'énergie, sur la formation des jeunes, l'apprentissage, le chômage, la compétitivité, bien évidemment. Voilà les grands thèmes, si vous voulez, qu'on brasse. Il y en a d'autres, hein, mais le numérique commence à inquiéter beaucoup les Allemands. Ils se sont rendus compte depuis quelques années que, notamment, la Google Car les a beaucoup inquiétés, vu qu'ils ont une grosse filière automobile exportatrice formidable, avec les écosystèmes que vous connaissez. Et quand ils ont vu arriver Google Car et les autres, ils se sont dit, oh là là, il faut quand même qu'on s'intéresse au numérique. Donc ils s'intéressent de plus en plus au numérique, et on a des groupes donc, de travaux croisés. On a mis un working group, BDI, MEDEF. On a un working group avec Cofindustrial, les Italiens. On est en train d'en bâtir un avec les Espagnols et un quatrième avec les Hollandais. On en a un qui va fonctionner avec les Canadiens aussi. Donc tout ça pour vous dire, si vous voulez, qu'on avance. Alors pas à la bonne vitesse, certes, mais avec les principaux, notamment l'Allemagne et l'Italie, si vous voulez, ça fonctionne, ça commence à fonctionner. On essaie d'avoir des position papers. Position papers pour nos propres gouvernements respectifs, hein, parce que lorsqu'on signe BDI, MEDEF et qu'on donne ça à Hollande et Valls, ça a du poids. Et lorsqu'ils donnent ça à Angela Merkel, ça a un certain poids aussi. Et puis lorsqu'on donne ça à Juncker, voilà la position BDI-MEDEF, ça pas mal. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle Business Europe. Business Europe, c'est l'association de tous les MEDEF européens. Donc il y en a 28, puisqu'on a en plus la Turquie et un certain nombre d'autres pays qui se sont... et là, on se voit 2 fois par an. Et là, pareil, alors c'est compliqué, hein, il faut être très patient, parce que à 2, ça va, BDI-MEDEF, on arrive à faire des choses. À 28, bon, on revient toujours de toute façon sur les problèmes de compétitivité, sur les problèmes de chômage, sur les problèmes de formation, notamment des jeunes, sur les problèmes de numérique et sur les problèmes d'énergie. Quelque part, on tourne toujours autour de ces 5 sujets-là. Et de simplification. Et ça me fait très plaisir parce que Juncker et les 5 commissaires européens que j'ai vus la semaine dernière à Bruxelles m'ont tous dit, nous, c'est notre leitmotiv, simplification, simplification. Et ça, c'est très important que l'Europe, en effet, ne complexifie pas trop. Déjà que c'est très compliqué. Si en plus vous rajoutez la complexité européenne avec des directives extrêmement complexes, on est foutu. Donc là, ils sont dans un mode de simplification et non plus de privilégier le consommateur, comme il l'était il y a 5 ou 6 ans, mais de privilégier l'emploi et donc l'entreprise. Donc 2 choses vertueuses qui peuvent nous aider dans nos combats français. Si vous voulez vous intéresser à l'Europe, n'hésitez pas aussi à venir nous voir pour nous aider. Et on cherche à faire une maison de l'entreprise française à Bruxelles, d'essayer de réunir en fait le plus de gens possible, parce qu'on s'aperçoit qu'on est très disparate et très diversifié dans Bruxelles. Vous avez plein de Français, mais ils sont pas au même endroit. Donc on essaye de consolider dans le plus de fédérations possible pour être plus forts ensemble. Une question? Oui, moi je siège au comité du droit du numérique du MEDEF et dans d'autres organisations. Je suis la seule PME, j'en ai jamais vu une autre. C'est que des apparatchiks syndicaux. On nous entend pas, ou pas beaucoup, tout du moins pas suffisamment, alors qu'on sait très bien, notamment, qu'avec tous les textes européens qui sont en devenir et qui vont réguler tout le monde de la data, c'est un enjeu complètement stratégique pour nos entreprises. Et la question que j'ai, c'est comment faire venir aujourd'hui plus d'entreprises, plus de PME au MEDEF dans les commissions. Alors merci de ces questions et merci de vous intéresser à ces travaux. Le MEDEF, c'est la maison des entreprises de France, si vous voulez. Donc c'est votre maison, c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas, on a plein de commissions, on doit avoir une 30aine de commissions au sein du MEDEF, hein, et un certain nombre de groupes de travail
pour essayer en fait de tirer le meilleur et la scientifique moelle pour avoir des position papers, pour faire de la pédagogie et pour avoir des doctrines. Excusez-moi, j'aime pas tellement le mot, mais j'ai pas trouvé mieux sur le social, sur le fiscal, sur la gestion du numérique. C'est fondamental que les patrons s'impliquent dans ces travaux-là. Parce qu'en effet, le risque qu'on a, c'est qu'il y ait plus d'apparatchiks parce qu'ils ont plus de temps, parce que c'est leur travail, parce qu'ils sont payés pour. Et donc, en effet, au moins, on a eux. Je dirais que quelque part, je les remercie aussi d'être dans ces travaux. Par contre, rien ne remplace un patron de TPE, de PME, de TI qui vient s'impliquer, qui a le pouls du business, le pouls de la technologie qui change, le pouls du numérique qui change, le pouls de la compétition et de la survie quelque part derrière tout ça. Donc nous, on est très avide d'avoir beaucoup plus de patrons opérationnels. Mais merci si vous voulez de me redonner l'information, parce que il y a des groupes où il y a beaucoup de patrons et puis il y a des groupes où il y en a beaucoup moins. Donc si dans votre groupe vous êtes le seul, ça me gêne un peu, donc on va vous aider à en trouver plus pour que vous soyez pas seul, parce que c'est pas bon d'être seul. Pierre, merci, on va arrêter les questions, on veut tenir cet agenda. On retient qu'il y a beaucoup de choses à faire. On retient que si on veut être acteur pour revenir à cette synergie entre les grands groupes et les PME, et on peut élargir ce principe-là, mais nous, c'est effectivement, Comité Richelieu, un sujet prégnant. On a été à l'origine du Small Business Act, on était à l'origine de Pacte PME, et c'est vraiment la problématique, c'est comment faire jouer ensemble. Et il y a un énorme travail encore. Pierre, moi, je suis d'accord avec vraiment l'essentiel de ce que vous dites. J'alerte juste sur le sujet, c'est qu'il ne faut pas négliger la relation grand groupe PME qui est, encore une fois, dans le politiquement correct. Vous savez, moi je vais vous donner une anecdote. C'était, je crois, il y a un an ou un an et demi, on parlait de comment faire évoluer les directions d'achat dans l'achat, enfin dans la façon de traiter quelque part leurs sous-traitants, déjà la notion de sous-traitant. Leurs fournisseurs, bien. Et entre autres, je disais à cette assemblée, c'est vachement simple. Le jour où vous voulez faire changer quelque chose, vous changez les modalités, les critères du bonus dans une entreprise, et vous allez voir, les mecs qui vont s'occuper de ce pour qu'on les paye. C'est comme ça dans les entreprises, dans les grandes entreprises, c'est comme ça qu'on manage quelque part, sans donner des indicateurs, en payant les gens par rapport à ces indicateurs. Donc si vous voulez que les directeurs d'achat changent leurs pratiques et leur façon de travailler, commencez par changer leurs critères de bonus. Vous allez voir, ça va aller vachement plus vite. Et on m'a dit, mais pas du tout, mais d'ailleurs les gens ne sont pas payés là. Enfin, il y avait une sorte de déni sur les problématiques de co-skilling, de refus de l'innovation, de la valeur ajoutée. Et on m'expliquait que donc, mais pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passait. Donc il y a quand même encore une sorte de déni. Et quand on voit des grands groupes qui s'occupent des grands projets, il y a aussi pour eux leur propre intérêt, avant même d'avoir l'intérêt collectif. Une PME, vous savez, Pierre, moi je pense qu'une PME, c'est elle qui joue le plus collectif, parce que bien sûr qu'il y a son intérêt, mais elle est vraiment dans le changement et le mouvement. Le grand groupe est plus centré sur lui-même encore. Et il y a un travail certainement entre le grand groupe et la PME, où le MEDEF doit aussi cultiver cette partie-là. Là-dessus, si vous voulez, je suis parfaitement en phase avec tout ça, parce que j'ai piloté, moi, avant Radial, une PME de 40 personnes qui s'appelait Fontaine Électronique. C'était terrible, parce qu'il n'y avait pas de DRH, il n'y avait pas de directeur financier, etc. Donc je me prenais tout dans la figure, dans une boîte qui a été reprise par mon actionnaire en dépôt de bilan, donc c'était compliqué. Donc je bois vos paroles sur l'agilité des PME, sur l'importance des PME pour le pays, etc. Donc en effet, ce qu'apportent les TPE-PME, c'est des capacités d'innovation, de rapidité, de créativité, qu'ont parfois perdu les grands groupes parce qu'ils sont trop gros. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut quelque part mettre en avant auprès de tous ces grands groupes dont on a besoin pour aller exporter plus rapidement. C'est cette capacité d'innovation, de créativité, de rapidité, et de montrer que c'est possible et de le faire savoir, de le faire valoir. Donc nous, au niveau du MEDEF, alors je vous ai parlé des 2-3 initiatives qu'on a autour de Frédéric Sanchez. On va monter en puissance sur les TPE-PME avec Thibault Langsad. Thibault Langsad, que vous connaissez peut-être parce que il parle souvent très bien chez BFM. En plus, il est entrepreneur lui-même, il a créé 2 ou 3 entreprises, des petites entreprises. C'est un type formidable, beaucoup de pêche. Et on va mettre en avant et en puissance, je dirais, toutes nos TPE, nos PME à travers des initiatives plus fortes encore. De telle façon à ce que nos détracteurs nous mettent souvent dans le camp du CAC 40, le MEDEF, si vous voulez. Mais on a 750 000 adhérents au total. Vous avez le CAC 40, vous avez 250, vous avez 4500 ETI, et puis après vous avez une foultitude dans les territoires de TPE, de PME.
quand je vais à Grenoble ou dans le Var ou à Brest, les gens que j'ai dans une salle comme ça, où il y en a de 100, 200, 300, c'est principalement des gens qui ont moins de 50 personnes. Et la plupart ont moins de 10 personnes. Donc si vous voulez, c'est ça le MEDEF. Donc ce que vous dites là, si vous voulez, nous on est complètement en phase. Alors après, en effet, il faut continuer les travaux de Pierre Pelouzet, de Jean-Claude, du Stratexio, du Chassé en Meute. Il faut continuer de faire beaucoup de pédagogie. Et puis de se dire ne pas tout attendre non plus de l'extérieur. Moi je crois, si vous voulez, il faut prendre son destin en main. Vous savez, moi à Radial, j'ai fait Boeing avant Airbus. Bon, parce que Boeing, je leur ai apporté de l'innovation, je leur ai apporté il y a 10 ans, 15 ans. Ils m'ont fait bosser, ils m'ont fait trimer, ils m'ont demandé que je fasse du lean. J'ai mis plusieurs millions sur la table avant le premier chiffre d'affaires. Et pendant ce temps-là, Airbus ne bougeait pas. J'allais voir les gars de Toulouse, ah non, M. Gattaz, machin, non, nous. Ouais, et donc, si vous voulez, alors maintenant, ça s'est tout rééquilibré. Mais si vous voulez, en Boeing, j'ai vu un partenaire technologique beaucoup plus fort à cette époque-là. Maintenant, Airbus a changé complètement. Ils ont besoin de technologie, d'innovation, etc. Mais c'est pour vous dire, si vous voulez, c'est que n'attendons non plus de tout le monde et des grands groupes. Il faut prendre son destin en main, il faut être bon, il faut y aller. Et pendant ce temps-là, en effet, si les grands groupes en plus chassent en meute, et bravo, tant mieux. Mais si vous voulez, n'attendez pas. Il faut, comme dirait Lachman, Dieu, il a une formule qui est fortement maniable, qui est de dire, alors attendez, aide-toi car le ciel ne t'aidera pas. C'est l'inverse de la Bible, si vous voulez. Et en effet, c'est prends-toi en main. C'est pas tout à fait Nietzsche. On va s'occuper du gouvernement, on va s'occuper des partenaires sociaux, on va s'occuper des grands groupes. Mais en attendant, il faut bosser, il faut y aller, il faut avancer. Et puis il y a plein d'outils, il y a les pôles de compétitivité, il y a des instances comme la vôtre où on peut être tous ensemble. Il faut y aller si vous voulez, parce que je pense qu'il ne faut pas tout attendre de tout le monde. Alors en effet, il faut corriger les dysfonctionnements, comme on peut faire, mais en plus, on a une opportunité formidable pour le pays, parce que je ne voudrais pas être trop négatif, mais là, on est à un croisement du chemin, les Français sont avec nous, la plupart de nos salariés sont avec nous, l'entreprise est réhabilitée, l'innovation se réhabilite progressivement. Je dirais ça peut être formidable, ce qu'on peut vivre dans les 2-3 prochaines années, j'espère dans les quelques mois. Mais il faut garder le moral et le tonus à fond. Alors moi j'ai une toute dernière question. Comment on peut avoir cette implication, cet enthousiasme en étant à la fois patron du MEDEF et patron de Radial? Comment on vit ça? Alors écoutez, c'est une bonne question. Moi d'abord, je me suis mis sur des marchés à grande visibilité, que sont l'aéronautique. J'étais beaucoup dans les télécoms en 2001, et j'ai pris une baffe énorme en 2001, l'explosion de la bulle Internet. Donc j'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires. Et je me dis, il faut absolument que dans ma stratégie, je sois beaucoup plus multimarché. Et que je fasse plus des marchés haute technologie, à bonne visibilité. Et l'aéronautique était un très bon marché. J'avais quelques composants, mais bon. Et on a 1000 paquets sur l'aéronautique, sur la défense, sur le spatial, sur l'automobile, sur le médical. Bon, le médical n'a pas marché du tout, donc je ne suis pas très bon. En automobile, on a avancé un petit peu. Et l'aéronautique, défense et spatiale ont très très bien fonctionné. Je n'ai pas arrêté les télécoms, donc je suis très multimarché, ce qui me permet de gérer des à-coups de marché déjà, plus confortablement. Deuxièmement, c'est vrai que quand vous êtes sur un programme d'avion, vous êtes parti sur 20 ans. Si vous ne faites pas de bêtises de qualité, vous êtes parti sur... Bon, nous, on est sur le 787 de Boeing, on est sur d'autres avions, sur Airbus maintenant. C'est vrai que je ne dis pas que vous avez 15 ans de tranquillité, parce que c'est pas vrai, mais vous êtes... c'est pas comme dans les télécoms. Le télécom, c'est le saut à l'élastique tous les matins, quoi. Vous êtes avec votre élastique, avec UAV, vous sautez dans le truc, vous espérez que l'élastique n'est pas trop long. Et puis bon, ça c'est le premier point. Et deuxième point, j'avais une équipe et je leur ai fait confiance, et donc j'ai pas pris un DG extérieur. J'ai fait confiance à l'un de mes meilleurs directeurs de division, que je connais depuis 20 ans, pour piloter Radial en opérationnel. Donc il s'appelle Dominique Butin, et toute l'équipe qu'il a, c'est moi qui les ai recrutés. Donc si vous voulez, c'est mon équipe. On partage les valeurs, ça c'est très important. Parce que vous savez, Warren Buffett a dit un jour un truc que je trouvais remarquable, c'est quand vous cherchez un numéro 2, il faut qu'il ait 3 choses, 3 qualités. Il faut qu'il soit intelligent, faut qu'il ait de l'énergie, et il faut qu'il ait de la loyauté, partage des valeurs. S'il n'a pas la 3e qualité, les 2 premières vous tueront. Et figurez-vous qu'avant de nommer mon Dominique Butin, j'ai cherché à l'extérieur un peu de voir s'il n'y a pas quelques polytechniciens et autres énarques qui traînaient. Ça m'amuse, excusez-moi. Il y en a très très bons, il y en a très très bons, il y en a très bons, il y en a très mauvais, mais il y en a très bons aussi. Hein. Et puis en fait, à chaque fois, j'étais sur des gens, profil, 35 ans, super, dynamique, vivant, machin, j'ai vécu à Palo Alto, etc. Super.
Mais vous savez, Radial, vous faites 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, moi je peux vous amener ça à 1 milliard. Je veux dire, comment? Ah bon, on va s'endetter à mort, etc. Putain, non. Donc si vous voulez, vous prenez des managers qui, n'ayant pas les valeurs intrinsèques de ma société, qui sont des valeurs de nous on dépense que l'argent qu'on a, on s'endette pas. Donc ce sont des valeurs patrimoniales en fait quelque part. On joue pas au loto tous les jours avec Radial, si vous voulez. Donc mes gars que j'ai embauchés, que j'ai formés, enfin on sait ces valeurs-là. Et donc c'est très rassurant parce que ça me permet vraiment de dormir et de m'intéresser au MEDEF et au pays surtout. Et, alors j'y vais deux après-midi par semaine, parfois 2 jours par semaine. 2 après-midi, parce que 2 jours c'est compliqué. Mais je suis la trésorerie, le cash, les commandes, et puis les trucs importants. Mais voilà, le partage des valeurs est fondamental à mon avis pour une équipe, pour fonctionner dans la durée. Alors c'est très patrimonial, c'est très Radial. J'imagine que dans la salle, vous avez d'autres valeurs dans d'autres entreprises qui sont différentes. Certains voudront vous endetter comme des malades, d'autres veulent absolument rentrer en bourse. Ce que je conçois parfaitement, il n'y a pas de modèle idéal. Mais moi, à Radial, c'est comme ça que je le vois. Et il faut que les gens qui pilotent Radial soient dans ces valeurs-là. Ça sera le mot de la fin et de la conclusion. Merci Pierre. Merci beaucoup.